Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une vidéo de presque qualité. Je suis là avec l'ami Kerr. Salut à toi. Salut à toi mon cher Bibi. C'est une nouvelle vidéo, un nouveau jour, une nouvelle très belle journée et surtout un nouveau concept de vidéo. Alors, c'est les critiques rétro, on en a déjà fait sur la chaîne. On va vous parler du film Incassable de Monsieur Night M. Shyamalan et Night Shyamalan. Et le truc, c'est que on va surtout vous proposer une nouvelle option. Vous allez pouvoir, là, il va y avoir une petite fiche, que vous soyez sur mobile ou sur ordinateur portable ou sur les iPads, vous aurez le choix de, bien tout simplement, la prochaine critique rétro que nous ferons. Ouais. On a un choix, ma foi, on a très chacun sympa. proposé un film. Kerr, tu proposes Space Jam avec Michael Jordan. et moi, je propose Fight Club. On est vraiment même catégorie Voilà, enfance. Dans les deux, il y a film un mignon. chef-d'œuvre absolu, on peut le dire, c'est Fight Club. Et, puis, Et un film sur le basket. Voilà. Et Et avec Michael Jordan Oui, et tout à Bugs fait. Bunny. Au pic de sa forme. Donc ça sera une vidéo où on va se marrer. Fight Donc, Club, ça sera voilà. plus sérieux, mais bon, chef-d'œuvre. Donc plutôt sérieux ou plutôt pas sérieux, dites-nous, il faut voter ici et on l'annoncera par un petit post communautaire dans la semaine et c'est la vidéo qu'on fera la semaine prochaine. Mon cher Kerr, maintenant qu'on a fait cette introduction beaucoup trop longue pour les gens qui ne voulaient voir qu'Incassable, eh bien on y va. on va vous en parler. Incassable, je crois que c'est un film qui est dans on en ton parlera. panthéon. Oui. Alors, Incassable, Oui. Unbreakable, pour son titre original, est un film Qui se traduit par américain. Incassable. Exactement, américain, réalisé par M. Night Shyamalan, qui est sorti en décembre 2000 en France, un peu plus tôt aux États-Unis, et qui s'inscrit dans un contexte très particulier pour M. Night Shyamalan. C'est vraiment le climax de sa carrière. C'est triste de le dire, mais il n'a jamais atteint ses sommets. Pourquoi ? Parce qu'en 99 et c'est là, je vous en parlerai après, mais en 99, il sort un film qui s'appelle Sixième Sens avec Bruce Willis et Joel Osment, Toni Collette également et Olivia Williams, qui est un film qui connaît un énorme succès en salle. C'est un des plus gros succès de l'histoire du cinéma en 99, un des plus gros succès de l'année 99, que ce soit en France ou aux États-Unis, mais attention, en France, il est sorti en 2000. Il est sorti en janvier 2000. Quelle année extraordinaire que l'année 2000, puisqu'on a eu Sixième Sens, on a eu American Beauty, on a eu Toy Story 2, on a eu Gladiator, et en fin d'année, on a eu Incassable. Donc c'était que des films que j'ai absolument adorés. Et donc, après avoir eu énormément de succès en 2000 en France avec Sixième Sens, il sort en fin d'année Incassable. Et là, pareil, beaucoup de gens se ruent en salle, ou en tout cas s'intéressent au film. Le film marchera beaucoup moins que Sixième Sens, il faut le reconnaître. Là, encore une fois, on a M. Night Shyamalan qui est à la réalisation, à la production et au scénario. Au casting, Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Robin Wright, et qui c'est qui joue aussi, non ça peut être... Alors, plein de personnes, on en parlera tout à l'heure. Tu viens de citer... Fils, il y a son fils, mais je ne sais plus. En fait, le film a volontairement très peu d'acteurs principaux. Oui. C'est beaucoup d'acteurs secondaires. Alors, pour la petite anecdote, c'est un film qui cache énormément de caméos d'une série qui ne sortira que plus tard. Il y a des caméos et énormément de House of Cards. Ah ouais. Ouais. Il y a Robin Alors, Wright déjà. est-ce que vous les avez repérés ? On va commencer juste par ce petit clin d'œil. Évidemment, il y a Robin Wright en amour délaissé c'est la femme de Bruce Willis. Il y a ensuite le fameux Michael Kelly qui joue donc qui joue le bras droit de Kevin Spacey. Exactement. Et donc, quand est-ce qu'il joue Michael Kelly ? Ah, c'est le médecin. Eh ben, effectivement, c'est uniquement la voix. C'est le médecin et qui lui dit vous n'avez même pas une égratignure. Tu sais, ce monologue où il pose des questions à Bruce Willis, c'est Michael Kelly. Et alors, l'autre personne du cast, et visiblement, je me suis retiré ma fiche, c'est le personnage dans House of Cards qui, tu sais, est le mec qui pirate et utilise les infos. Jimmy Simpson. Qui joue aussi dans Westworld. Et c'est lui qui joue tout simplement le personnage qui cache, tu sais, qui est habillé en militaire et qui cache une arme, tu sais, à une crosse en argent, quand justement Bruce Willis a pour une fois une vision. Non, pas dans le stade. Dans le stade, exactement. Oui. Et donc c'est pas Orange Man. Et non.
Et du coup, c'est Damian Young, le nom d'acteur. Ah, mais non, lui, c'est un journaliste, hein, c'est pas le hacker. Dans House of Cards, c'est pas dans le House of Cards, je suis pas en train de dire que c'est le hacker. Je suis en train de dire que c'est celui qui utilise les données du FBI pour avoir les datas pour le couple présidentiel. Alors, on y va pour nos avis ? On y va pour nos commencer avis. Alors, sachez vas-y, déjà... je me pose, je prends mon temps. Non, en vidéo pas du tout préparée, donc j'espère que je vais dire des trucs intéressants. Pas déjà, préparé. Première, c'est là, Incassable. J'ai revu tout le film. Et le premier film sur lequel j'ai parlé publiquement. Parce qu'en fait, à l'époque, je suis passé sur Europe 1 dans l'émission de Bruno Kras pour parler de Incassable le jour de la sortie. Parce que j'étais allé le voir et j'avais beaucoup aimé, donc j'en avais parlé. Bon, pas très bien. Là, Incassable, qu'est-ce que je peux vous dire si ce n'est que c'est un de mes films préférés, tout simplement un film que j'aime d'amour fou, pour des raisons très simples. La première, d'abord, j'ai été énormément séduit par le travail de M. Night Shyamalan sur Sixième Sens, et notamment sa capacité à nous surprendre à la fin de Sixième Sens. Si vous n'avez pas vu, on va pas vous la spoiler, mais elle est extrêmement étonnante. Et sur Incassable, étonnamment, je me rappelle qu'à l'époque, je n'attendais pas du tout d'être surpris par le film. J'avais même oublié que M. Night Shyamalan m'avait surpris sur Sixième Sens, et de fait, je n'attendais pas du tout de Shyamalan qu'il me surprenne sur Incassable. Moi, ce qui m'a énormément plu sur Incassable, c'est plus que la mise en scène, qui est, je trouve, remarquable, le scénario qui l'est aussi, c'est la performance des acteurs et la musique composée par James Newton Howard. Il avait déjà fait la musique de Sixième Sens, il a aussi fait celle de tous les Shyamalan, Signe et compagnie. Et ça, la performance des acteurs et la musique, moi, ça y joue énormément. Dans ce film, il y a une de mes scènes préférées, qui est donc la fameuse scène Orange Man, qui est donc l'attaque du mec dans la maison où il attache une famille, il tue des gens, enfin, comme vous le voyez à l'écran, et Bruce Willis qui est dans la piscine et qui en sort. La musique de James Newton Howard, qui est reprise à la fin de Split, est absolument magnifique. Et la performance des acteurs, Bruce Willis. Bruce Willis, je ne l'avais jamais vu et je ne l'ai plus jamais revu aussi bon dans un film. Il est incroyable, Bruce Willis, dans ce film. Et en plus, il est bien aidé parce que la relation qu'il a avec son fils est, je trouve, très touchante. Alors moi, elle m'a encore plus touché pour des raisons personnelles. Mais la relation... Son fils qui est joué par Julianne Moore. Mais... Pas du tout, mais je trouve qu'il lui ressemble énormément. La relation qu'il a avec son fils est extra. La relation qu'il a avec sa femme, qui s'appelle Audrey, je crois, dans le film, et qui est interprétée par Robin Wright, est tout à fait réussie aussi. Elle est très touchante. La dernière scène où il est avec Robin Wright quand il la porte, quand elle est endormie, une scène qui est magnifique. Et à côté de ça, bien évidemment, le film a d'autres forces. Son scénario qui est très intriguant, qui est un hommage permanent aux comics américains. D'ailleurs, on en voit très régulièrement dans le film. Le petit garçon joue avec des figurines de comics. Samuel L. Jackson a ses comics quand il était petit. Il y a une scène où il est... cette scène-là où il est avec... il est revendeur, surtout, d'originaux. Il est revendeur d'originaux de comics. Oui, voilà. Et alors après, tout ce côté un peu paranormal, et c'est vrai que la construction du film fait que tu te poses constamment la question de pourquoi est-ce que finalement Bruce Willis a survécu à cet accident de train, quelle est la place finalement de Samuel L. Jackson dans cette histoire, est-ce que Bruce Willis va réussir à être un super-héros, et finalement, est-ce qu'il va être amené à être un super-héros, et finalement la construction du film, tout en justesse je trouve, t'amène à cette fameuse scène du Orange Man, qui pour moi aurait pu être le climax du film et qui ne l'est pas, de fait, avec la révélation finale. Mais cette scène-là où on voit ce Bruce Willis qui est un héros fragile, qui a sa kryptonite, donc l'eau, c'est un peu paradoxal parce qu'il pleut beaucoup à Philadelphie, et puis il le montre bien dans le film d'ailleurs, mais... cette scène-là m'a beaucoup touché aussi, et beaucoup plu aussi, parce que c'est un super-héros qui est un peu comme j'aimerais que les super-héros soient. C'est-à-dire pas forcément de costume, même s'il a un kawaii, mais et un personnage qui est touchant, qui a une famille, qui fait attention à énormément de choses. Incassable, moi je l'ai aimé, mais vraiment follement, quoi. Et paradoxalement, quand le film est sorti, c'est un peu fait démonter. Et il s'est fait démonter encore pendant pas mal d'années, et c'est maintenant qu'on commence à réhabiliter un petit peu Incassable. Moi, je n'ai jamais compris, alors c'était pas un acharnement, mais les critiques très négatives sur Incassable, comme je n'ai jamais compris non plus les critiques très négatives sur un autre film de Shyamalan que j'ai énormément aimé, qui est Signe. Alors j'ai préféré Incassable, mais Incassable, moi, dans l'année 2000, quand est sorti en France Sixième Sens et Incassable,
Bah moi, si je devais en garder qu'un, ça aurait été Incassable, indéniablement. Donc j'ai énormément, énormément aimé ce film. Et si vous ne l'avez pas vu, franchement, je vous invite à le voir. On n'a pas parlé de la fin volontairement. Si vous ne l'avez pas vu, c'est le moment. Sachez juste que Incassable s'inscrit dans une trilogie avec Split et Glass qui vient de sortir au cinéma. Toi, mon cher Bigby, qu'as-tu pensé d'Incassable? Moi, Incassable, c'est un film qui j'ai du mal à le ranger dans une catégorie. Est-ce que c'est un film que j'ai bien aimé? Oui, mais il y a beaucoup de trucs qui m'ont dérangé. Est-ce que c'est un film que je n'ai pas aimé? Non, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui m'ont plu. Donc, si on rentre un peu plus dedans, en fait, pour moi, c'est le film qui porte en lui l'origine du mal des films d'après de Shyamalan. Alors, je vais expliquer mon propos. En gros, Shyamalan est un vrai réalisateur. C'est un vrai réalisateur-auteur qui, à la fois, sait écrire son film, et à la fois c'est le réaliser. Et quand on dit c'est le réaliser, c'est-à-dire que Shyamalan, il ne va pas juste faire un découpage très classique avec champ contre champ. Il y a un money shot, donc un plan qui vaut un peu plus cher que les autres au début du film. En gros, il est sur une réalisation dite très hollywoodienne classique, c'est-à-dire une réalisation qui est plus proche d'un Spielberg, c'est-à-dire une caméra qui se déplace, où le réalisateur est vraiment en train de porter la caméra pour nous dire quelque chose. Donc, pour prendre un exemple, au tout début du film, on a donc cette rencontre entre Bruce Willis et une étrangère dans le train. Et en fait, c'est un long plan séquence où on voit la caméra qui se porte comme ça entre deux fauteuils. Et la caméra va d'un coup sur Bruce Willis, à l'étrangère, puis de Bruce Willis, puis à l'étrangère. Cette scène, elle met le spectateur comme ça vraiment dans une vision de personne qui est en train de voir, d'entrevoir à travers les fauteuils ce qui se passe. Donc le spectateur est vraiment dans l'intimité en train de voir cette scène. Il y a aussi une gêne que cette scène crée parce que du coup on a l'impression d'épier des personnes. Et en fait, Shyamalan, il fait ça pour qu'on puisse ressentir ça, mais aussi parce que dans sa tête, il est en train de tout simplement préparer le fait qu'à la fin, on se rendra compte que c'est une petite fille qui le regarde et qui du coup est déçue de lui. Et c'est la petite fille en fait qui fait ça avec la tête. C'est celle qu'on voit à la fin de la scène. Et Shyamalan, il fait des plans comme ça qu'on voit pas maintenant dans les grands blockbusters, où les plans ne sont pas là pour exposer quelque chose d'un point de vue, ils sont juste là pour nous en mettre plein la gueule. Le plan de cette petite fille, concrètement, est-ce qu'il nous en met plein la gueule? Pas vraiment. Est-ce qu'il nous met dans une situation confortable? Pas du tout. On est vraiment en train d'épier ce couple, le plan est plutôt lent. En plus, Bruce Willis, c'est pas un acteur qui était connu à l'époque pour faire des films vraiment d'auteur ou des films où il avait un jeu qui pouvait être tiré dans le dramatique. On le connaissait plus sur l'arme de cristal, ce piège de cristal, etc. Et en fait, il a prouvé qu'il était capable de le faire. Hein. Il y a vraiment The Story of Us. Enfin, il a fait des films pour montrer que c'était un très bon acteur. Mais Shyamalan, il n'a pas peur d'y aller. Il n'a pas peur de nous mettre dans une situation qui peut être désagréable. Et en fait, je trouve que, et pour ça que je dis le film à l'origine du mal, c'est un film qui est extrêmement bien réalisé. Enfin, vraiment, quand on regarde les plans, on a l'impression que tous portent une vraie vision du réalisateur que Shyamalan s'est vraiment cassé la tête pour savoir à quel moment il voulait, tu vois, changer la rythmique d'un plan, etc. Et en même temps, le film porte un vrai problème qui est que du coup, il veut nous faire sentir la dépression. Il veut nous faire sentir la dépression de son héros et comment la dépression et sa source, le fait que on endort nos sens dans une tristesse quotidienne et que du coup, eh bien, on ne devient pas entièrement ce qu'on pourrait être, ce qui est le propos, je pense, du film. Et en fait, quand il nous met dans tout ça, le film, eh ben, en fait, au final, on a vécu comme ça pendant toute la durée du film, la vie de quelqu'un qui est en dépression. Et puis ensuite, qui a un problème de couple et qui n'a pas un problème de couple parce qu'il manque de sentiments. C'est juste que vraiment, il est en dépression et il repousse les gens, il ne veut pas parler. Donc on a tous les syndromes de la personne en dépression et on est comme ça, on est baigné là-dedans. Et au final, le film, essaye de dire mais non, mais si tu n'es pas déprimé, tu peux te dépasser, tu peux être plus que toi-même. Et
il y a cette scène de l'homme orange où là, il se rend compte de ce qu'il peut faire. Alors, il y a avant cette scène avec son fils où il pousse les haltères, il commence à se rendre compte petit à petit de son potentiel. Là, on va dire, c'est qu'il commence à se réveiller. Puis, il y a la scène du Orange Man où il se rend compte de qui il est, qui est très vite nuancée parce que la scène de Orange Man, c'est pas un succès incroyable. Il est sur la piscine, j'ai l'impression que je vais voir une des pires morts au cinéma. Et en fait, non, il arrive à s'en tirer par les deux enfants qu'il vient juste de sauver. Et donc, on a une scène qui est pas La mise à mort de Orange Man aussi. Elle est violente. La mise à mort de Orange Man. Oui. Il l'étrangle, il y a un combat physique très intense. Donc, en gros, on a dépression, on a une scène qui est plutôt malaisante au final, hein, cette scène de la personne qui viole l'intimité, viole la femme du gars et tout. Et ensuite, on a cette révélation de fin qui nous fait comprendre que l'adjuvant du héros, en fait, était le grand méchant. Et donc, on a un film qui, globalement, nous laisse dans une ambiance très morose. Et quand on part du film, on n'en part pas heureux. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est toujours critiquable au cinéma. Je dis pas que je le critique. Parce que moi, j'ai ce sentiment-là que lorsqu'il y a justement la scène d'Orange Man, c'est la naissance de ce personnage-là. Tout de suite est contrebalancé avec par la révélation, mais lui est toujours par là. Par une révélation qui est... et on est d'accord, on spoil. Hein, et, jusqu'à présent... Bon, et en tout cas, et la révélation qui est tellement négative qu'on se rend compte que une chose positive... qu'une chose positive ne va pas. Bon bah du coup c'est spoil. Et du coup le truc c'est que et c'est pas le fait qu'il ait empêché Orange Man de tuer les deux petits enfants qui va rappeler le fait que Glass il a potentiellement tué plusieurs milliers de personnes dans ses différentes exactions. Donc le film te laisse vraiment dans un truc où c'est le mal qui a gagné. Ah non. Le conte, il est arrêté, le conte du mal. Tu te dis ok. Le mec qui est pour le bien, il a sauvé une personne et demie si on compte les gamins. Mais Glass, après, il est en tôle alors que Bruce Willis... les films d'après nous font comprendre qu'il n'a pas sauvé des milliers de personnes. Hein. Moi, je sais pas, j'ai pas... Donc, en gros, le truc, c'est que... à l'époque d'Incassable, tu peux pas le savoir, tout ça. Donc, ok. Donc, en gros, quand le film s'arrête, on est d'accord qu'on a 2 personnes sauvées pour des milliers tués. Oui. Donc, le film, moi, de mon point de vue, et peut-être que tu ressens pas la même chose, de mon point de vue, le film est vraiment arqué pour qu'on ait vraiment une morosité. Et là où le film est censé faire un épilogue où les choses s'améliorent, en fait, c'est du texte écrit en disant du coup, Glass, il a été arrêté, et etc., etc. Et donc, en fait, la fin potentiellement positive, elle est expédiée un peu parce que le film aurait été trop long, un peu pour plein de raisons. Mais du coup, on a globalement 70% du film qui est Shyamalan qui réussit à nous donner l'impression de ressentir ce que ressent un dépressif. Et du coup, c'est vraiment un film où on a quelqu'un qui est extrêmement doué mais, à la réalisation, mais qui du coup, peut-être sait se mettre à la place du spectateur pour lui faire ressentir ce qu'il veut lui faire ressentir avec son histoire, mais qui ne se met pas à la place d'un spectateur qui veut aller voir un film. Où on a envie d'avoir globalement plein de sentiments, mais de nous laisser sur un goût négatif, c'est quelque chose que le cinéma américain se permet très peu, pour plein de raisons. Mais il y a plein de films, c'est comme ça. On a l'habitude d'être dans des jolis souliers. Et du coup, je pense que Shyamalan, je dis pas que c'est mauvais. Hein. Non, parce que moi, en fait, je suis en train de réfléchir à ta remarque. Je suis en train de me dire qu'il y a énormément de films qui sont un peu construits comme ça, avec des fins qui sont dures et finalement pas de happy end, qui font pas. Non, pas tant que ça. Pas tant que ça. J'ai pas fini ma phrase. Ouais, ce que je voulais dire, c'était que font partie des films qui m'ont le plus marqué. Tu vois, American Beauty, Big Fish, etc. En fait, mon point, c'est de dire que à jouer au fait de ne pas avoir peur que le spectateur ne soit pas forcément dans sa zone de confort, du coup, ok, il fait signe, il fait le village, et puis d'un seul coup, les spectateurs l'abandonnent. La jeune fille Hello... C'était un tout petit film qui a eu une toute petite promo. Ok. Derrière, il y a Phénomène qui arrive. Ouais, mais Phénomène, il a été détruit par la critique. Non mais... À juste titre. Ok, on enchaîne, le dernier maître de l'air. Là, c'est plus Shyamalan pour moi. Bon, donc le dernier... Pour un fan de Shyamalan, le dernier maître de l'air. À cette époque, c'était pas Shyamalan. On est chronologiquement, on est 10 ans après Incassable. Et donc, le dernier maître de l'air, le film, est un échec.
Il repart sur After Earth. Bon, 2013, avec Will Smith, promotion, Will Smith et son fils. Le film a énormément de problèmes. On l'attribue sur... en fait, c'est basé sur des réflexions religieuses de secte. Enfin bref, After Earth, que je trouve vraiment passable comme film, disparaît dans l'oubli qu'il méritait. Et au final, c'est le désert de Gobi. D'un seul coup, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de film. On ne l'appelle plus. Ces projets, il ne peut plus les pousser. Incassable, qui était censé être une trilogie, à ce moment-là, ça fait 13 ans que c'est censé être une trilogie et toujours pas de film 2. Et ce que je trouve très intéressant, c'est les interviews qui ont été données pour la sortie de Glass, donc 2019, avec Samuel L. Jackson. Et en fait, le truc, c'est que Shyamalan le dit sans aucune honte qu'il n'aurait jamais pu faire Glass sans Samuel L. Jackson, parce que Samuel L. Jackson, à l'heure actuelle, au cinéma, dans la production hollywoodienne, il a les moyens de dire « je veux faire ce film », et le fait qu'il soit dans ce film, le film est financé. Et ça a complètement changé le rapport de force, parce que du coup, Samuel L. Jackson lui dit on va la faire cette trilogie. Le film Glass se fait grâce à ça, se fait avec un Shyamalan qui n'est plus dans la superbe, qui n'est plus là pour imposer les choses. Et du coup, Samuel L. Jackson, clairement, dans certaines de ses interviews sur Glass, fait comprendre que dans les différentes prises qui ont été faites dans Incassable, lui, il aurait peut-être aimé une scène différente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire différent ? Il ne s'est pas expliqué. Peut-être que c'est que son jeu soit un peu différent. Peut-être qu'il soit plus sombre, plus malin sur le terme démoniaque du terme. Et en tout cas, il n'a pas eu l'impression que Glass était exactement comme lui le voyait. Et du coup, quand ils ont fait Glass, justement, le film de cette année, c'était dans les conditions de Samuel L. Jackson et du coup on a un Shyamalan qui dit que il a dû apprendre à faire des films avec ces techniques, mais aussi pour les spectateurs. Et ça, je trouve que vraiment l'origine de tout ça, l'origine de ce vide, c'est Incassable et c'est son film signature, je pense même plus que Sixième Sens. Sixième Sens, c'est le film qui le fait découvrir au grand monde, mais c'est vraiment Incassable qui je pense nous montre qui est Shyamalan, qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il veut pas faire dans le cinéma, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Et c'est pour ça que je pense que c'est peut-être son film le plus important de toute sa biographie, si on réfléchit en tant que réalisateur. Et c'est un réalisateur qui a été adoubé très vite, trop vite. Et Sixième Sens, on l'a tout de suite présenté comme un chef-d'œuvre, Shyamalan le nouveau. Ce qu'il a presque obligé à faire ces révélations de fin, en fait. Mais oui, parce qu'en fait, il est piégé, parce que, alors, Sixième Sens, révélation, Incassable, ok. Signe, il y en a une petite, ok. Après, Signe, on aura peut-être un jour l'occasion d'en parler dans les critiques rétro, mais par contre, Le Village, tu la sens, elle est forcée. Elle est forcée, cette révélation. Mais moi, je trouve que c'est un réalisateur qui a été mis sur un piédestal et qui du coup s'est un peu envolé et brûlé les ailes. Il est dans sa promo, dans son discours, l'époque Phénomène par exemple, Shyamalan qui était un réalisateur que j'adorais, mais même lire, etc. Enfin, puis surtout ses films. Sur Phénomène, il a foiré son film, mais il a aussi foiré toute sa com. Il était imbuvable, Shyamalan, dans la promo de Phénomène. C'était le plus grand réalisateur qui ait jamais foulé le sol terrestre. Donc, à un moment donné, ça n'était plus possible. Et moi, je veux juste terminer là-dessus sur dire que moi, Shyamalan, que j'ai vraiment, vraiment aimé, le climax a été Incassable. Et après, pour moi, il a disparu après Signe. Il n'est plus là parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens, et c'est un truc le Village est pas mal. Hein. Non, le Village est pas mal, mais il est moins bien. Perso, j'ai préféré Le Village à Signe. C'est discutable. Mais Le Village est un bon film, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai trouvé en dessous des 3 précédents. Mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui disent qu'avec The Visit, on a retrouvé Shyamalan. Je ne sais pas pourquoi. The Visit est un film sympathique, mais qui n'a aucun éclair de génie. Pour moi, il n'y a pas du tout la patte Shyamalan. Et même sur Split, hein. Moi, j'ai été... je l'avoue, j'ai été déçu par Split. Savoir que... moi, je vais être très honnête, le moment qui a fait que Split, je l'ai adoré, c'est la scène finale. Quand on voit Bruce Willis, quand j'ai entendu la musique de James Newton Howard, j'étais fou. Mais c'est pas possible, c'est incassable, c'est dingue. Mais dans les faits, Split, pour moi, est un film
très imparfait, alors qui a de très bonnes idées et qui a de vraies idées aussi dans la mise en scène. Mais on est encore très très loin du Shyamalan. Et là, ce qui me fait peur, je termine là-dessus. Je termine juste là-dessus. Ce qui me fait peur, c'est que Shyamalan, alors son Glass a été très critiqué, mais son Split, de nouveau, a été adoubé et on est en train de remettre Shyamalan sur un piédestal. Moi, ça me fait peur, hein, parce que si on remet Shyamalan en lui disant « Oh mon mec, dis donc, ce que tu fais, c'est tellement extraordinaire », qu'il va redevenir con comme ses pieds comme avant. Hein. Le nombre de... Alors déjà, c'est dans ça, mais le nombre de places de Glass, c'est pas... Ah non, mais Glass, de toute façon, ça devrait le calmer puisqu'il s'est fait relativement démonter par la critique. Mais en tout cas, c'est très partagé. La petite anecdote sur Split, c'est que James McAvoy, quand il a préparé le film, tourné le film, participé aux scènes sur la post-production du film et vu les premiers screenings, n'était pas au courant que c'était le deuxième d'une trilogie. Mais je pense que ça s'est dit à la fin. Et du coup, de toute façon, on le savait, à l'époque, ils ont expliqué que s'il n'y avait pas eu d'accord pour une suite, il y aurait eu Split sans scène finale. Et donc James McAvoy disait qu'il ne comprenait pas pourquoi est-ce que Shyamalan, dans quasiment toutes les interviews, faisait référence à Incassable. Il a dit mais c'est vraiment son film de cœur incroyable et tout. Et c'est que du coup après une des premières projections, voilà, que il a compris le lien parce que personne ne lui avait juste dit. Mais moi je trouve que c'est une super anecdote parce que que l'acteur principal du film soit surpris par son propre film et la fin de son propre film, c'est chouette. Voilà les amis, c'était la critique rétro d'Incassable. On vous rappelle que vous pouvez choisir le film précédent. Vous avez c'est ici. Vous avez donc le choix entre Space Jam avec Bugs Bunny et Michael Jordan, qui n'est autre que le plus grand sportif de toute l'histoire de l'humanité. Ah ouais? Oui. Pas Tom Brady? Tu m'aurais dit Mohamed Ali ou ok, mais là non, Michael Jordan est au-dessus de tous les êtres vivants. Et un autre film réalisé par un immense réalisateur dont nous aimons énormément ses films et qui lui n'a jamais connu de période Shyamalanesque. Le Club Lacogne. Monsieur David Fincher, puisque nous allons faire, si vous votez pour ça, donc soit Space Jam, soit Fight Club avec Brad Pitt, Edward Norton et Helena Bonham Carter et Jared Leto. Voilà, vous votez. J'avais envie de détruire quelque chose de beau. On se retrouve donc très bientôt sur la chaîne. Votez. N'oubliez pas également le petit commentaire, le petit pouce vers le haut. N'hésitez pas aussi, on ne le dit pas assez, c'est important, mais n'hésitez pas à retweet sur Twitter, bien sûr, les vidéos ou des trucs comme ça. Ouais, parce que le partage, c'est la vie, mec. C'est la vie. Et ouais. Des bisous et n'hésitez pas à regarder d'autres films de Shyamalan si vous ne les avez pas vus, parce que c'est quand même un réalisateur pas comme les autres. Des bisous. Ciao. Let's go.